Bien, ravi de vous retrouver donc pour cette plénière de clôture. L'ancrage territorial des solutions pour contribuer au développement d'un territoire et des entreprises. Donc cette table ronde est particulièrement axée sur des solutions. On va voir très concrètement qu'est-ce que des gens font pour mailler ce territoire et permettre aux entreprises et aux territoires de travailler ensemble. Pour ceux, on aura le plaisir d'accueillir Raphaël Souchier, qui est expert en économie locale, consultant européen en économie locale durable, en intelligence collective, auteur et conférencier. Alors, a priori, le titre, on se dit, on va avoir un savant fumeux. Mais pour avoir discuté avec lui, j'ai l'impression que c'est un savant qui sait vulgariser et qui sait faire part de son savoir. On pourra le juger sur pièce, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Donc attention, la promesse est haute. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur des économies locales et être un expert du localisme ? Bon, l'expertise, soit on est avec, c'est pas trop mon cas, soit on a de la pratique de terrain. Moi, ça fait 30 ans que j'accompagne des collectivités dans toute l'Europe pour l'Union européenne, puisque je fais un métier génial qui est de créer des réseaux de territoires, donc de régions, de villes, etc., dans des domaines liés au développement durable, que ce soit le tourisme durable, même l'informatique durable, la construction, les écoquartiers, etc., etc. Et en fait, en gros, on va chercher l'expertise là où elle est, les gens qui ont le plus travaillé sur telle ou telle question, et puis on va chercher ceux qui voudraient bien faire la même chose, et ensemble, on essaye de créer une culture commune européenne. C'est tout à fait à l'ordre du jour, on n'en parle jamais dans les médias, mais l'Union européenne, c'est aussi fabriquer un ensemble vivant avec plein d'expériences de terrain partagées. Et voilà, bon, on appelle ça un expert parce que le type, il parle que de ça. Donc, d'accord, vous êtes quoi, un observateur ambulant qui avait vu plein de choses et qui est capable de pouvoir dire à des gens qui voudraient faire la même chose, bah, tiens, maillez-vous avec telle personne. Mais tout ça, c'est dans votre tête ou ça figure quelque part? Il y a un site, il y a quelque chose qu'on peut consulter? Il y a mon site perso. Et sur lequel il y a des initiatives. Et puis il y a le site du bouquin que j'ai écrit il y a Made in Local, qui s'appelle Made in Local. C'est madeinlocal.info. Voilà. Et en fait, j'ai écrit ce bouquin pour des raisons, disons, de facilitation, parce que j'ai trouvé que l'essentiel des informations était en anglais. Et chez nous, on n'a pas trop la pratique de ça. Donc, j'ai écrit en français. Je suis allé voir des tas de gens, et beaucoup en Amérique du Nord, pour une raison super simple, en fait. C'est qu'en Amérique du Nord, ils vivent dans la mondialisation féroce depuis 40 ans. Donc, ils ont eu le temps d'exporter toutes les usines qui pouvaient l'être au Mexique, en Chine, etc. Et ceux qui sont restés se sont dit, bon, comment on fait, nous ? Et ils ont commencé à faire ce que nos chambres de commerce disaient au début des années 80. Nos emplettes sont nos emplois. Si on achète à côté, eh bien, en fait, on va faire vivre, on va conforter les entreprises, développer l'emploi, etc. Et ce qu'ils ont fait aussi, qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils ont associé les universités et ils ont évalué en permanence. Et ils se sont rendus compte que c'est hyper rentable pour un territoire de faire que les entreprises, les ménages et les collectivités achètent à des entreprises du territoire. Là, il y a une documentation énorme, des recherches passionnantes qui disent toutes la même chose, acheter local. Très bien, merci. Alors, Emri Jacquila, vous étiez venu l'année dernière à notre plénière d'ouverture. On a monté ensemble la dernière étape du Tour de France de la CAMIF, puisque chaque année, vous faites votre Tour de France qui allie votre entreprise à CAMIF avec des fabricants français et de vous essayer de faire travailler tous ces gens-là avec le Made in France. Alors expliquez-nous ça en quelques mots, votre venue ici et de quoi il s'agit sur le Tour de France, et il y a un mot sur la CAMIF pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Alors, il y a 9 ans, on a fait le choix de relancer la CAMIF dans son berceau historique à Niort, et on a fait le choix de recentrer l'offre sur Internet et sur l'équipement de la maison, mais avec un parti pris très fort sur la qualité des produits, sur la fabrication française et sur le développement durable. Aujourd'hui, on travaille avec 150 fabricants français, 450 artisans qui sont sur le site de la CAMIF, où on peut faire du meuble sur mesure, on peut trouver du meuble, de la literie, du linge de maison. Et une des premières innovations qu'on a lancées d'ailleurs sur le site s'appelle la conso-localisation, et elle permet à nos internautes de choisir un produit en fonction de son lieu de fabrication, et donc de pouvoir, à travers son pouvoir d'achat, favoriser l'emploi local, mais également faire beaucoup moins de kilomètres produits. Ça a été primé par l'ADEME
parce que ça divise par 4 les émissions de CO2 versus un achat dans une grande surface traditionnelle. Mais les clients aujourd'hui, avec Internet, ils ont accès à tout, ils veulent tout savoir. Et donc, avec l'émergence du thème du Made in France, avec un ministre qui porte la marinière, on s'est dit qu'il faut qu'on aille un cran plus loin. Et au-delà de la transparence totale qu'on affiche sur l'origine de fabrication, le lieu de fabrication, le nombre d'emplois, la visite de l'usine qu'on propose sur Internet avec des vidéos, des coulisses de la fabrication, où on peut tout savoir de la démarche de l'entreprise sur comment est fabriqué le produit, par qui, ou d'où viennent les composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Ça, c'est des démarches de transparence totale. Et on pense que c'est en donnant cette information au consommateur qu'on lui donne le pouvoir de s'engager dans une consommation plus responsable. On a mis en place en 2014 un tour du Made in France. Donc pendant 5 semaines, on va à la rencontre des fabricants français avec qui on travaille. Là, cette année, c'est la dernière étape au Forum Reset. Pendant 5 semaines, avec nos clients, avec nos collaborateurs, on visite les entreprises et les fabricants avec qui on travaille. On est au cœur des usines, on comprend tout ce qui se cache derrière les produits qu'on vend tous les jours. Et l'après-midi, on travaille ensemble, clients, collaborateurs de la Camif et ouvriers, pour imaginer les solutions et les produits de demain. Donc c'est un événement qui est extrêmement riche parce qu'il est d'abord très créateur de liens. On rencontre nos clients, on découvre nos collaborateurs dans un contexte différent, on rencontre les ouvriers qui fabriquent, ça crée un impact très positif au cœur même des usines. Il y a de la fierté. Quand vous avez 50 clients qui vous posent des questions à un ouvrier sur ses savoir-faire, c'est très important que les clients et les entreprises et les ouvriers qui fabriquent tous les jours en France aient de la fierté dans ce qu'ils font. Il y a des vrais savoir-faire qui se cachent sur nos territoires qu'on ignore complètement. Et puis ensuite, notre enjeu, comme on fait avec ces 150 fabricants français, 73% de notre chiffre d'affaires, c'est de faire en sorte que dans 5 à 10 ans, on ait encore des fabricants en France. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de la Camif, de faire en sorte d'animer ces fabricants français. Oui, mais vous ne faites pas ça par philanthropie. Et d'injecter de l'innovation, absolument pas. Donc pourquoi vous le faites? Pourquoi on fait ça? Parce qu'un produit Made in France, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va déclencher la carte bleue. Ce qui va déclencher l'achat, c'est que le produit, il donne envie, il soit innovant, il raconte une histoire, et c'est ça qu'on fait à travers le Tour du Made in France. On fait comprendre aux consommateurs, on éveille les consciences sur pourquoi un produit fabriqué en France est plus cher. C'est pas à cause du coût du travail, c'est parce que c'est des produits de qualité qui vont durer plus longtemps. Et quand on a compris que finalement on n'a pas forcément les moyens d'acheter du premier prix parce qu'il coûte cher, parce qu'il faut le renouveler souvent, parce qu'il y a un coût caché qu'on mesure jamais, mais qui est le coût de l'emploi qu'on n'a plus en France, qui est le coût environnemental de faire venir des produits qu'on fait 3 fois le tour de la Terre. Juste, on participe à la prise de conscience qu'on est tous acteurs des changements dont le monde a besoin et que nos clients peuvent choisir de réorienter leur achat sur des produits qui vont contribuer positivement. Et donc, à travers ce tour du Made in France, on mobilise l'intelligence collective de ceux qui savent produire, qui ont le savoir-faire dans les mains, les ouvriers, de ceux qui utilisent les produits tous les jours, les clients, et des collaborateurs de la Camif. Et là, on invente ensemble des produits et des solutions innovantes, l'objectif étant que nos fabricants français soient encore là dans 5 à 10 ans, donc qu'ils produisent des produits innovants. Alors le thème, c'est l'innovation durable. On est au cœur de ça. Il faut réinventer notre façon de produire, il faut réinventer les produits, il faut réinventer notre façon de consommer. C'est ce sur quoi la Camif est engagée, c'est au cœur de la mission de l'entreprise qui est de développer une consommation plus responsable et la production locale. Et aujourd'hui, avec le numérique, il y a beaucoup de choses à faire. On peut se saisir de cette révolution qui est en cours pour transformer véritablement et pour changer le monde. Alors, changeons le monde de l'intérieur, c'est la signature de la Camif. En plus de t'avoir prêté la signature pour le Forum Reset, c'est la signature de la Camif. Oui, en changeant notre façon de remeubler, de repenser notre intérieur, on peut changer le monde. Très bien. Jean-Benoît Perello. Oui, il y a des applaudissements. Allez-y, hein, si vous le sentez. Voilà. Je rappelle que cette plénière de clôture est aussi sur YouTube en direct, donc vous avez plein de gens qui vous regardent, peut-être que derrière vous applaudissez aussi, j'en sais rien. Jean-Benoît Perello, alors vous c'est pareil, Darwin. Alors tout le monde à Bordeaux dit qu'il faut aller chez Darwin, c'est la cité du futur, c'est là où tout le monde se rencontre, c'est là où toutes les startups veulent aller. C'est un truc qui n'existait pas, moi j'en ai pas entendu parler depuis très longtemps, et je ne sais pas exactement tout ce que vous avez fait pour que tout le monde veuille aller chez Darwin, donc justement, qu'est-ce que c'est Darwin ? Alors, je vais essayer d'être assez synthétique quand même, parce que ça pourrait durer des heures de raconter ce qu'est Darwin. Darwin, c'est un écosystème qui a investi une ancienne caserne militaire dans l'hypercentre de la métropole bordelaise.
C'est un écosystème qui est à peu près sur 5 hectares. Et l'objet de cet écosystème, c'est, en tout cas en toute humilité, c'est de faire une démonstration de ce que on estime ce que doit être en tout cas la ville de demain. Donc la ville de demain. La ville de demain. La ville de demain. Ou la vie de demain. La ville. La ville. La ville de D'accord. demain, pardon. Voilà, et cette ville, on la voit, nous, mixte, hein, ça va à l'encontre de ce qu'on peut trouver avec des quartiers d'affaires d'un côté, des quartiers de logement de l'autre, etc. Donc, vraiment avoir cette mixité et qui repose sur 3 éléments essentiels que sont la transition écologique, la coopération économique et l'engagement citoyen, puisque on souhaite, nous, on est assez engagés sur plein de domaines et on souhaite que les gens qui viennent aussi sur le site, de manière durable ou de passage, puissent s'engager sur des domaines aussi variés que, évidemment, la transition écologique, évidemment l'écologie, mais aussi ça peut être le handicap, le social, le sport, etc. Donc tout ça, ça crée un écosystème avec énormément d'activités sur site. D'accord, mais alors concrètement, c'est un endroit, comme vous avez dit, les trois activités. Seuls les gens qui ont cette activité-là peuvent venir chez Darwin. C'est quoi? C'est des prêts de bureau? C'est un prêt de bureau. C'est un tiers-lieu en fait qui permet de réunir ces gens. Communément aujourd'hui, on appelle ça un tiers-lieu, mais les 3 piliers que j'ai donnés, ce ne sont pas des activités. Hein. C'est-à-dire que chaque activité qui est à Darwin repose sur ces 3 piliers. Après, on retrouve toutes sortes d'activités qu'on voit en mixité dans la ville. Hein. C'est du bureau, c'est du commerce, c'est de l'éducation, c'est de l'associatif. C'est de l'artisanat. Voilà, on a essayé justement de regrouper sur un même lieu l'ensemble des activités que doit composer la ville. Bon, et donc vous nous expliquerez après, justement, quelques projets de ce que cet assemblage permet de produire, quoi. Oui, juste pour donner le dimensionnement de Darwin, pour qu'on se rende compte un peu mieux, c'est 5000 mètres carrés de bureaux, c'est plus de 250 espaces de 250 postes de coworking. C'est un restaurant qui produit 12 000 couverts par mois, tout en bio. C'est une brasserie qui produit 3000 hectolitres de bière par an. Et toujours en bio et local, j'y reviendrai. C'est 40 associations avec pratiquement 3500 membres. C'est une pépinière d'entreprises avec 22 entreprises. C'est 130 structures qui y travaillent. Voilà, Darwin, c'est tout ça. Ouais, et juste, ça vient d'où cette idée? C'était justement monsieur l'observatoire sur pattes, monsieur Souchier, vous avez déjà vu ça quelque part? Il s'est inspiré d'un endroit? C'est quelque chose que vous avez créé toute pièce? On s'est inspiré de plein d'endroits. On a essayé on s'est inspiré de lieux que vous devez bien connaître ici, qui est la Belle de Mai. On s'est inspiré du lieu unique à Nantes. On s'est inspiré de pas mal d'endroits. Et puis finalement, voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on a créé notre propre identité. Mais on n'a rien inventé. On a juste aggloméré et concentré sur un même endroit des choses qui existent un peu à droite à gauche. Très bien. Nathalie Alexandre. Ah ben aussi, hein, il a le droit. Hein. Nathalie Alexandre, vous êtes directrice grand projet territorial, directrice de projet EDF, sur le projet Henri Fabre. D'accord, donc Henri Fabre, c'est l'entité du futur, a priori c'est l'industrie du futur. Vous avez un film, est-ce que vous voulez dire quelques mots avant qu'on présente le film qui nous permet de bien comprendre? Oui, juste quelques mots. Alors effectivement, le projet Henri Fabre a pour vocation en fait, de déployer sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'industrie du futur. En fait, l'idée surtout, c'est entre grands industriels issus des différentes filières de ce territoire, avec nos partenaires, les organismes de l'emploi et de la formation, les académiques, les structures de développement économique, les centres d'expertise, ensemble de préparer cette industrie, de repenser notre manière de faire et quelque part de s'approprier ce nouveau modèle industriel dont on parle tous, tiré par l'innovation, collaboratif, interfilière, etc. C'est de penser différemment, d'agir différemment. Tout l'objet, c'est bien celui-ci. C'est finalement arrêter d'être dans nos silos industriels et travailler avec l'ensemble des acteurs en fait, de notre chaîne de valeur. Et c'est bien d'identifier ensemble ce qu'on a valeur ajoutée à partager. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement comme segment d'activité pour ancrer ça? On a choisi d'y développer ici, donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une filière d'excellence autour de la mécanique, des matériaux, des procédés futurs, de l'ingénierie numérique et virtuelle, et plus globalement ce qu'on appelle les services avancés à l'industrie. Mais avant tout, voilà, c'est cette ambition de faire différemment cette industrie de demain pour qu'elle soit créatrice de valeur pour les entreprises, bien sûr, mais sur notre territoire, parce qu'on partage tous cette conviction
que pour être performant, pour être compétitif, pour être durable, il faut qu'on le fasse ensemble et qu'on fasse vivre ensemble le territoire dont on rêve ensemble. Parce que dans l'industrie aussi, on rêve. Et donc, je vous propose effectivement de voir en résumé, finalement, qu'est-ce que ce projet concrètement sur le territoire. Le projet, porté par l'association Team Henri Fabre, est un projet de développement économique, industriel et territorial qui favorise l'innovation collective dans les domaines de l'industrie du futur. Henri Fabre n'a pas été choisi par hasard, c'est un ingénieur marseillais qui a inventé le premier hydravion qu'il a fait voler sur l'étang de Berre en Provence. Il incarne à travers le croisement des technologies, le côté multifilière et le côté innovation du projet. TEAM, c'est l'acronyme de technologie et expertise en advanced manufacturing, c'est-à-dire sur l'industrie du futur. Le projet est né fin 2011 de la nécessité de monter en gamme l'écosystème autour d'Airbus Hélicoptère en matière d'innovation et de compétitivité. EDF a très rapidement rejoint le projet aux côtés d'Airbus, suivi par d'autres industriels, que ce soit le médical, l'aéronautique, le spatial, l'énergie ou le naval. Pour atteindre ces objectifs, l'offre de Team Henri Fabre s'est développée sur 4 axes. Tout d'abord, un partage de moyens et de technologies de pointe. Le technocentre Henri Fabre dispose de 3 plateformes sur 2100 m², une plateforme sur les revêtements innovants, une plateforme sur la caractérisation physico-chimique et mécanique, et une 3e plateforme sur la mise en forme, l'assemblage et la fabrication additive de matériaux métalliques. L'objectif, c'est de développer de nouveaux procédés, de construire des solutions innovantes et de les transférer vers les industriels et en particulier vers les PME. Ces plateformes sont opérées par I96 PFMI et par Expiris sur la partie caractérisation et revêtement innovant. Outre le partage de moyens technologiques de pointe, Team Henri Fabre propose une offre de services autour de 3 autres axes. D'une part, le montage de projets collaboratifs et des sensibilisations sur les technologies de l'industrie du futur. Une action pour favoriser la diversification des PME et enfin des formations sur les différents thèmes de l'industrie du futur. Les actions du volet territorial se concentrent sur la métropole Aix-Marseille-Provence avec un objectif principal qui est d'améliorer l'attractivité de la métropole. À l'horizon des années 2020, l'objectif est d'avoir créé plus de 7000 emplois, sachant que nous sommes à peu près à 1900 emplois sur la zone des Florides. C'est aussi d'avoir construit un nouveau technocentre de plus de 16 000 m² qui nous permet d'intégrer industriel, formation et recherche. Qualitativement, pour Team Henri Fabre, l'objectif ce sera d'avoir réussi le décloisonnement entre les filières et même une intégration des filières du numérique et de la communication, qui sont aussi des composantes de l'industrie du futur. Enfin, c'est d'avoir amélioré l'attractivité de la métropole pour attirer de nouvelles entreprises industrielles et faire de cette région un des berceaux de l'industrie du futur. Donc c'est quoi? C'est plusieurs entreprises qui ont mutualisé des moyens pour acheter des machines que des PME, des petites entreprises ne pourraient pas se payer et leur permettre d'accéder à cette industrie. C'est de mutualiser des moyens pour avoir des chercheurs. C'est ça l'idée d'Henri Fabre? C'est près de 150 parties prenantes, hein. Tout à la fois du monde industriel ou du monde public ou des académiques, structures de développement économique, etc. Faut bien retenir, en fait, il y a 2 volets. Il y a un volet industriel où là, des industriels, ensemble, avec l'appui de tous leurs partenaires, finalement, partagent effectivement des moyens technologiques de pointe qu'ils achètent ensemble ou que les structures qu'ils ont créées ensemble, PFM, c'était I96 notamment, va acquérir pour le compte des industriels. Donc partager finalement ces ressources-là. Mais bien au-delà de ça, c'est partager en fait leurs talents,
leur expertise, leurs projets, et surtout ensemble aussi de monter en gamme leur écosystème et de contribuer finalement tout à la fois à travailler sur ces technos du futur, mais de s'assurer ensemble que ces technos du futur seront déployés sur ce territoire par les acteurs du territoire, toujours avec cette conviction que la création de valeur pour ces entreprises passera par la création de valeur de ce territoire. C'est pour ça qu'au-delà du volet industriel, il y a tout un volet territorial qui est animé par le conseil régional, la métropole, l'État, le département, la chambre de commerce et les grands académiques, avec cette idée que pour soutenir ce challenge industriel, il faut que ce territoire s'organise. Donc c'est vraiment... Le projet Henri Fabre, en résumé, je le disais tout à l'heure, c'est comme si on avait tous mis un pins sur nous en disant, voilà, sous la bannière Henri Fabre, avant tout, nous, ce qu'on partage, c'est cette conviction. C'est que l'industrie du futur, ça sera celle qu'on saura créer ensemble, de manière vraiment collaborative, avec vraiment de l'innovation, mais vraiment cette envie de partager, de repenser la manière de faire l'industrie. C'est ça le projet Henri Fabre. Elle en parle bien, hein. Et elle n'a pas le droit des applaudissements, Nathalie. Catherine Tripon, alors justement, vous êtes délégation générale FAS, directrice des relations aux parties prenantes, développement social durable. Donc FAS, c'est quoi? Et surtout, quelle est votre vision, puisque FAS est auprès de tous les territoires en France, quelle est votre vision un peu de l'engagement des entreprises dans le social et le sociétal, dans ce maillage territorial, dans leur dépendance entreprise et le réseau d'écosystèmes publics que vous pratiquez tous les jours, quoi. Alors, bon, rapidement, FAS, ça s'est créé il y a 20 ans avec cette idée saugrenue de mélanger le politique et l'entreprise. À l'époque, c'était un peu un gros mot, ça l'est moins aujourd'hui. C'était l'idée, effectivement, d'une entreprise qui décide de lutter contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté, mais avec la puissance publique et avec des collectivités. Donc aujourd'hui, 20 ans après, on a 5600 entreprises adhérentes. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Ça va bien des grandes boîtes du CAC 40, des délégations régionales de grands groupes et surtout des grands réseaux de PME et de TI. Et on est présent dans 83 structures, beaucoup de clubs d'entreprise. Hein. Ceux qui sont venus sur le stand ont vu qu'il y avait un stand de FAS Sud-Provence qui était présent. On a des structures d'insertion, on a des GEC, on a des SAS. Donc on a aujourd'hui, toutes nos actions bénéficient à peu près à 200 000 personnes à différents niveaux. On agit dans l'entreprise, on agit dans l'emploi, on agit dans l'éducation, la vie au quotidien. Les vrais sujets de fond qui émergent, hein, les travailleurs pauvres. Je suis pauvre, mais je travaille. Je dors dans ma voiture, mais en même temps, j'ai un métier. Et la question territoriale, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous, on est convaincus d'une chose, c'est que la gouvernance territoriale... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. La gouvernance territoriale est partagée, elle doit être partagée. Les entreprises sont partie prenante. Pour différentes raisons. Alors, soit c'est par des convictions, les dirigeants, soit parce qu'elles ont un intérêt commercial, et après tout, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'embarque pas les entreprises dans des démarches vertueuses sur un territoire donné, on n'y arrivera pas. L'État a lancé des initiatives, les contrats de ville, la charte d'entreprise et quartiers. Aujourd'hui, regardez, hier à FAS-Gare, il y a eu 100 entreprises qui ont signé la charte d'entreprise et quartiers, entreprises qui faisaient partie de l'écosystème de FAS-Gare. C'est donc bien par un travail conjoint entre la puissance publique, les services de l'État, les services, effectivement, le monde associatif, les entreprises et nous, l'écosystème FAS, qu'on peut réussir à travailler en commun dans l'intérêt du territoire. Et on le voit, alors même si on a de plus en plus la région qui prend de l'importance, hein, du fait de la décentralisation et d'un certain nombre de prérogatives qui sont transmises aux régions, on voit bien que on peut penser global, mais on agit local. Et c'est parce qu'on agira localement qu'on pourra réduire les zones de pauvreté, qu'on pourra ramener à l'emploi ou amener à l'emploi des personnes qui ne sont pas aujourd'hui. Et surtout, je pense prioritairement, on a les chômeurs longue durée, les seniors, et on a effectivement les jeunes, qui, ces deux catégories de population sont le double de la moyenne nationale en matière de taux de chômage. Donc ce n'est pas par des démarches vertueuses dans l'absolu, c'est bien par travail concret de terrain. La question de l'apprentissage, on n'est pas bon en apprentissage. Or, c'est le meilleur palier. Alors, on n'est pas bon, peut-être qu'on le sera un peu nous, plus en plus. Gérard Mestrallet, notre président, a été nommé, on n'a fait aucun lobby là-dessus, mais la commissaire européenne l'a nommé comme ambassadeur européen de l'apprentissage, parce qu'on sait bien que l'accès à l'emploi, c'est plus maintenant un emploi en tant que tel, c'est se mettre en situation d'employabilité, et ça passera bien sûr par des aides de l'État, par un travail local, par un sourcing avec le monde associatif, et c'est comme ça qu'on pourra effectivement avancer. Très bien, merci. Alors, Raphaël Souchet, on va revenir à notre thématique. On revient un peu aux fondamentaux. On en est où de ce mouvement Made in Local en France qui a émergé, je crois, il y a 30 ans? Comment il s'accélère ou pas? Est-ce que nous, la France, on est des bons élèves, on est des mauvais élèves? Est-ce qu'on commence à comprendre qu'il faut bouger là-dedans? On oppose local avec international. On dit que local, c'est faire du protectionnisme. Voilà, il y a toutes ces notions qui sont un peu mélangées. Et comment vous pouvez un peu nous expliquer ça, vous, cher expert vulgarisateur?
Alors, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une trentaine d'années, mais pas en France. En Amérique du Nord, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, parce que c'était une nécessité de survie. Nous, on a été un peu protégés, et puis on a eu... Pourquoi c'était une nécessité de survie ? Parce que quand vous n'avez plus de régulation, ce qui est le cas là-bas, si on vous dit, écoutez, lundi, vous ne revenez pas, puis les 500 dans l'usine, vous ne revenez pas, parce qu'on ferme, on part au Mexique, ou on part en Chine, voilà. Alors, vous prenez votre petit carton avec vos affaires personnelles et puis vous voyez si vous pouvez trouver un boulot ailleurs. Chez nous, c'est encore relativement mieux protégé. Donc, ça veut dire que comme il y avait cette idée de non-régulation, à un moment, il y a des acteurs qui se sont rassemblés pour se dire comment on va essayer de réguler quelque chose et de durer au local, sachant que du jour au lendemain, on peut disparaître, c'est ça ? Alors, en fait, ce sont des acteurs locaux, des gens dans les villes, donc des restaurateurs, des experts comptables, des producteurs de ci, de ça, etc., qui ont commencé à travailler ensemble et à se rendre compte que il y a une solidarité naturelle entre tous les acteurs d'une ville. Et puis d'un territoire. Ils ont plusieurs centaines de villes dans lesquelles on a des réseaux d'entreprises qui ont pour finalité... En France, on a plein de réseaux d'entreprises, mais des réseaux d'entreprises qui ont pour finalité la prospérité du territoire. En général, c'est pas ça la première mission. Alors on commence en France maintenant, je vais y venir, mais là-bas, ils ont maintenant quelques décennies d'avance et c'est extrêmement intéressant. Nous avions une réunion à Boston la semaine dernière pour laquelle moi j'y vais régulièrement, et là il y avait une première délégation française avec la Fédération française de l'habillement, enfin des détaillants de l'habillement, et puis Utopie, on est allé là-bas, on a eu des échanges, les Français sont venus dire ce qu'ils ont fait à partir des concepts développés là-bas, etc. C'était vraiment passionnant, et puis les Canadiens étaient là aussi, et on est en train de voir au niveau européen aussi comment non pas aller enseigner quoi que ce soit, mais faire se rencontrer les gens qui ont la même préoccupation, parce qu'en fait, ils ont la même situation. Que ce soit les centres-villes ou les économies locales partout en Europe, on est dans la même situation. Donc, on a intérêt. C'est-à-dire, c'est quoi la situation ? La situation, c'est qu'on est de plus en plus soumis à une mondialisation relativement dérégulée qui fait qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, ça veut dire notamment reconstruire des solidarités locales. Redonner, faire ce que vous faites à la CAMIF notamment, redonner de l'importance à des choses qu'on avait oubliées. Par exemple, quand on fait des études sur qu'est-ce qui renforce ce multiplicateur local dont je disais tout à l'heure, la chose qui le renforce le plus, c'est la diversité du tissu économique. Si vous avez une grande diversité d'entreprises sur un territoire, vous pouvez être réactif. Vous pouvez simplement prendre votre téléphone et puis trouver un fournisseur dans la région. Mais si vous avez une région qui a perdu cette diversité pour des tas de régions ou qui est dominée par une mono-activité, comme c'était le cas pour le charbon à une époque dans le nord de la France, comme c'est le cas aujourd'hui chez nous en Bretagne avec l'agriculture industrielle, quand tout d'un coup ça implose, en fait, ce n'est pas un secteur qui disparaît, c'est toute l'économie qui disparaît. Donc la clé, c'est véritablement renforcer tout ce qui peut permettre de renforcer la diversité du tissu économique, la diversité des types d'entreprises est fondamentale. C'est vraiment le numéro 1. Et le numéro 2, enfin les deux sont essentiels, c'est travailler à développer la qualité de relation entre les partenaires. Au sein des entreprises, évidemment, mais entre tous les partenaires du territoire. Est-ce que vous avez tous dit, est-ce qu'on disait ce matin, j'entendais avec beaucoup d'intérêt la plénière de fin de matinée, c'est ça, un élément fondamental, c'est recréer de la relation, recréer de la confiance pour qu'on puisse, ensemble, d'abord se dire qu'on a un projet commun. Et les régions qui se défendent le mieux dans cette revitalisation, c'est les régions ou les villes qui se sont données une utopie commune, un objectif commun. On parlait d'Albi qui dit nous, en 2030, on est autonome en nourriture. C'est-à-dire que s'il y a une catastrophe ou n'importe quoi, on sera capable, à partir de la production à 60 km autour de la ville, de pouvoir nourrir la population. Albi, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, c'est D'accord. ce qu'ils ont décidé, la municipalité. Alors, en fait, on crée un rêve commun pour des
dizaines de milliers. Vous avez d'autres exemples comme ça de villes ou de régions qui ont La décrété des région choses Hauts-de-France, on a eu tout à l'heure un exemple avec la troisième révolution industrielle, avec Rifkin. On a pris, ils ont pris, disait tout à l'heure Rifkin, un peu comme totem, parce que c'est quand on fait venir un grand expert, tout d'un coup, ça crédibilise une idée. Mais en fait, ce que ça a permis, c'est que des milliers d'entreprises et d'organisations de divers types se focalisent sur un objectif commun, qui est mettre en œuvre la troisième révolution industrielle. Mais vous prenez, ça c'est une grande région, mais vous prenez un tout petit territoire, le pays du Menet, qui est le plus petit et le plus pauvre territoire en Bretagne. C'est un territoire, il paraît que la préfecture disait il y a 50 ans, on va reboiser, créer un petit barrage, et puis les gens, on va les envoyer en ville. Eh bien, ces gens ont résisté, ils ont travaillé avec l'université, un gros travail avec la population pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire rural, la terre est mauvaise, etc., on a du mal. Et ils ont pris un slogan qu'ils ont eux-mêmes émis, qui était « Le Menet, un pays qui ne veut pas mourir ». Nous, on ne veut pas mourir, on habite ici, ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors ? Eh bien, depuis 50 ans, ils travaillent à trouver des alternatives. Et aujourd'hui, le pays du Menet, l'un des plus pauvres de France, est le numéro 1 en France pour l'autonomie énergétique des pays ruraux. C'est le premier pays rural qui a dit et qui s'est fixé cet objectif et qui est en train d'y arriver. En 2030, nous produirons plus d'énergie que nous en consommons. Et ça, les collectivités, évidemment, les élus, les entreprises, les paysans, dans les écoles, on travaille là-dessus. Tout le monde travaille là-dessus. Et du coup, il y a des entreprises qui viennent s'installer là, qui viennent de l'extérieur, parce qu'on est en train de créer un pôle de compétences, un petit pôle de compétences. C'est évidemment pas comme ici où on a vraiment beaucoup d'industrie. C'est un pays qui était considéré comme mort par l'État et qui dit non. Et c'est un modèle en France, et le ministère de l'Environnement l'a pris comme modèle et a pris ce concept de territoire à énergie positive comme un élément moteur. On fait des appels d'offres, le ministère fait des appels d'offres tous les ans, des appels à projets pour inciter les territoires ruraux à aller vers l'autonomie énergétique aussi. C'est quoi ? En fait, c'est on s'autorise. Et pour répondre, on s'autorise à faire des choses qui n'existent pas chez nous. Et je vous donne un petit exemple. Vous me disiez où est-ce qu'on en est sur le mouvement localiste en France. Moi, je me bats pour ça et j'étais, comme d'autres ce matin, on nous traitait de ringards, les gens du Jura, etc. Mais vous préservez des vieilles manières de faire. Pourquoi faut acheter local ? C'est bien mieux d'être présent dans le monde entier. Et mais aujourd'hui, on était ringards et les mêmes qui nous traitaient de ringards aujourd'hui nous disent « Ah, dites donc, comment vous faites ? C'est intéressant, est-ce qu'on peut venir voir, etc. » C'est intéressant de reconstruire cette autonomie. Et j'ai entendu le déclic, moi, au moment des élections présidentielles, pas celle-ci qui vient de se passer, mais la dernière fois, quand il y a un leader politique, un candidat qui a commencé à dire, alors je ne sais plus s'il disait il faut consommer français ou produire français, etc. Puis le deuxième a dit la même chose, le troisième, le quatrième, le cinquième, ils ont tous dit ça, chacun à sa manière, avec sa sensibilité. Et j'ai vu, moi, des réactions chez les élus sur les territoires qui se sont dit, ah, ok, on en parle à Paris, donc c'est quelque part on s'autorise parce qu'il il faut que l'État autorise. Il y a quand même une idée de fragilité, de protectionnisme. Quand on dit il faut faire du made in français, c'est parce qu'à un moment, comme on n'arrive pas à vendre ce que les Suisses font, ce que les Allemands font, on se dit on va essayer de rechercher nos ressources, mais c'est plutôt un aveu de faiblesse qu'un aveu de force aujourd'hui, a priori. Alors, ça peut être le cas. On se dit, effectivement, on est en difficulté, on se replie sur soi. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce sur quoi ça met le doigt, sur le fait que, je disais tout à l'heure, on a cru que tout viendrait de l'import-export. Mais l'import-export aujourd'hui, à l'époque, on ne se posait pas la question. Mais faire transiter des milliards de tonnes de matériaux de tout type à travers la planète, c'est juste suicidaire. On est en train de suicider notre civilisation parce qu'on produit tellement de CO2 qu'on a des canicules tout le temps, qu'on a des événements climatiques incontrôlables. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on n'est pas stupide en tant qu'être humain, on peut se dire, tiens, ok, on est allé dans une bonne direction vers l'échange. Mais il y a des sous-produits négatifs, il y a des implications qu'on n'avait pas prévues, donc on va réfléchir, peut-être on peut faire autre chose. Et on se rend compte que produire localement, on l'avait oublié,
mais on est tout à fait capable. Et quand vous produisez des légumes, ou vous consommez des légumes ou des fruits qui viennent d'Espagne, ou même des tomates qui viennent d'Espagne ou de Hollande, en Bretagne ou ici, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce qu'on a besoin de gaspiller tous ces millions de litres de pétrole pour faire transiter des produits qu'on pourrait fabriquer ici? Et c'est pas s'enfermer, c'est dire sur chaque territoire, il y a une responsabilité. C'est d'être responsable par exemple, de nourrir notre population, mais d'être responsable aussi des conséquences négatives et de gérer et de réduire ces conséquences négatives. Il ne s'agit pas de dire on va faire du localisme ici. Nos collègues américains, ils disent l'économie mondiale sera saine, et quand l'économie est en bonne santé, les sociétés vont mieux. On a moins de guerres, on a moins de raisons de s'opposer les uns aux autres. Quand toutes les économies régionales ou locales seront en bonne santé. Et en fait, il ne s'agit pas d'échanger l'essentiel, ce dont on a besoin tous les jours et qu'on peut produire là. Il s'agit d'échanger ce qui a une valeur ajoutée et que d'autres probablement ne produisent pas. Par exemple, les vins français, nos amis anglais, pour l'instant, tant que le climat ne change pas trop vite, ils sont heureux de consommer du vin français. Nous, on est contents de manger des bananes et boire du café qui vient d'ailleurs. Il y a des tas de choses qu'on peut échanger. Mais en gros, pour moi, la règle pour l'avenir, je disais tout à l'heure, mais c'est important de le répéter, arrêter ou réduire la circulation des produits et de l'énergie autour de la planète, parce que ça avait du sens autrefois, mais aujourd'hui, on sait produire ou capter l'énergie, on sait le faire partout, dans tous les pays. Donc, c'est produire localement l'énergie et tout ce qui est matière, autant que possible, et puis faire circuler sans limite l'intelligence, les informations, les bonnes solutions. Internet et ce type d'outils sont faits pour ça. C'est faire circuler l'intelligence et arrêter de faire circuler de façon un peu idiote les matières et l'énergie. Et donc la localisation de l'économie, ça s'insère là-dedans. C'est une manière d'être plus responsable. Pas qu'on l'était moins avant, mais avant on ne savait pas qu'on aurait ces problèmes-là. Mais maintenant qu'on le sait, il est temps de devenir plus raisonnable. Et donc, nous, vous avez dit que ça s'est apparu il y a 5 ans, grosso modo? Non, il y a 5 ans. Ce que je dis, c'est que les Français... On a accepté. On a toujours besoin, quand on a parlé du développement durable, c'est parce qu'on a mis ça dans la loi, que l'État a commencé à en parler, que moi j'ai vu sur les territoires qu'on s'autorisait à aller dans ce truc qu'on ne connaissait pas trop. La RSE, c'est un peu pareil. Et là, le développement des économies locales, on a besoin d'avoir une espèce de consensus national, comme ça. Quand on part dans l'inconnu, quand un territoire veut aller voir, au moins il se protège un peu, il dit ok, tout le monde le fait, il y a des bons exemples, c'est pas de la folie, je risque pas mon mandat ou je risque pas de gaspiller les moyens de ma collectivité, je peux aller voir d'autres qui font ça, aller les voir et échanger, etc. Donc en fait, on se conforte mutuellement et ensemble, on avance. Et donc, moi je dirais, oui, ça fait 5-6 ans qu'aujourd'hui, en France, on se dit, tiens, c'est pas stupide. Et on est en avance, on n'est pas en avance en Europe Vous voyez, quand vous voyez les statistiques sur n'importe quoi en Europe, la France est toujours au milieu. On n'est pas les plus vertueux, on n'est pas les plus mauvais. Donc en fait, on attend toujours de regarder un peu ce que les autres font. On prend quand même, et à un moment, on y va, en se disant, il faut quand même y aller, parce qu'on va quand même pas être les derniers. Bon, c'est un peu une caricature, mais nous, on est au milieu de l'Europe. Donc on a une culture qui est à moitié latine et à moitié, disons, plus nordique. Et en fait, on est une bonne synthèse de la situation européenne. Et c'est ça qui est absolument génial en Europe, c'est que nous, on est bien placés pour ça. Donc, on avance au rythme de l'ensemble. C'est important qu'on ne dise pas, on est les derniers de la classe, on est perdus, ou qu'on est vraiment les meilleurs. Alors, on garde notre avance et on laisse les autres derrière. J'ai l'habitude de dire, quand l'eau monte, qu'on soit industriel, citoyen, de gauche, de droite, quand l'eau monte, on a tous les pieds mouillés. Donc, on est sur le même bateau, sur la même planète. Très bien. Donc il faut avancer ensemble. Merci. N'hésitez pas à réagir si vous avez envie de réagir. Emri Chakila, justement, vous avez préparé, étudié votre impact territorial. Vous avez mesuré ce que votre entreprise créait comme externalité, négative, positive. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors C'est l'empreinte économique locale. Avant de rentrer dans le détail de l'étude d'empreinte économique locale qu'on a faite l'année dernière, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent changer leur façon, leur pratique et intégrer véritablement dans leur modèle, au cœur de leur modèle, le fait d'avoir un impact positif et de se saisir d'un enjeu qui dépasse celui de l'entreprise. Et si moi je suis là encore aujourd'hui pour parler de l'histoire de la CAMIF, c'est qu'en 2009, quand on a fait le choix de relancer la CAMIF, on s'est attaché à ce que notre projet puisse avoir un maximum d'impact positif pour les fournisseurs, pour le territoire qui avait perdu la CAMIF. Et si on a eu le soutien de toutes les parties prenantes, c'est parce qu'au cœur du modèle, on a mis ce modèle d'impact. Et ce modèle d'impact, il se traduit très concrètement à Niort, l'ancrage local. On a relancé la CAMIF dans son berceau historique, on a recréé un centre de relations clients à Niort, on a ouvert un centre logistique à Niort, on a mis en place une formation au e-commerce à Niort, parce que c'était pas évident de trouver des jeunes qui connaissent les métiers du e-commerce, du référencement naturel sur Internet jusqu'au merchandising. Sur le web, c'était pas simple, et je crois que c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de se saisir de cet enjeu-là. Et c'est pour ça qu'on a fait cette démarche en 2015 de devenir une B Corp. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les B Corp, mais c'est quelque chose qui a été initié aux États-Unis par le cofondateur de Ben & Jerry's, qui un jour avait pris un procès d'un de ses actionnaires qui lui reprochait d'avoir soutenu une association locale avec l'entreprise. Et là, il s'est dit, il y a un truc qui tourne pas rond, et c'est pas complètement anodin que ça soit né au pays du capitalisme, et il a mis en place en fait un statut à part entière d'entreprise qui s'appelle les Benefit Corporation, qui intègrent dans leur objet social le fait d'avoir un impact positif, pas uniquement pour l'actionnaire en termes financiers, mais pour l'ensemble des parties prenantes et sur l'ensemble des enjeux du développement durable. Donc c'est devenu une démarche en fait de certification qui est présente aujourd'hui dans 50 pays au monde. Il y a 2000 entreprises dans le monde qui sont labellisées B Corp, et c'est une labellisation qui s'attache à démontrer l'impact positif du modèle de l'entreprise sur l'ensemble des dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est que ça partage l'idée que l'entreprise est sans doute, si elle se saisit d'un enjeu de société, si elle utilise l'entreprise pour résoudre des enjeux de société, un puissant levier de transformation de la société, justement. Et donc, nous, on a voulu montrer cette étude d'impact. Donc, on a été une des premières B Corp en France en 2015. L'année dernière, on a été même élu parmi les best for the world, puisqu'on fait partie des 10% des meilleures entreprises sur l'impact positif qu'on a sur notre communauté de fournisseurs. Et c'est bien parce qu'il y a des entreprises comme Patagonia, il y a des grandes boîtes qui sont très engagées et qui ont mis vraiment au cœur de leur modèle ce modèle d'impact. Et l'année dernière, on a voulu mesurer cet impact, et on a notamment un des chiffres qui est emblématique, c'est l'effet multiplicateur. Pour un emploi à la CAMIF, on a 14 emplois en France. C'est considérable, dont 25% sont dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui montre véritablement l'attachement dans les projets, dans les partenariats qu'on met en place, à privilégier une approche locale. Cette approche locale a beaucoup de bénéfices. D'abord, il y a le bénéfice de la proximité. C'est tout bête, mais quand vous avez votre centre de relations clients qui a juste en face de la rue, et vous avez juste la rue à traverser, vous n'êtes pas obligé d'aller au Maroc, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace. Les gens comprennent votre culture d'entreprise, sont capables de la retraduire au téléphone, par email, par chat, etc. Ensuite, c'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, la RSE, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement redonner du sens à nos entreprises. Et c'est pas autre chose que ça, en fait. C'est pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ensemble, et quelle est la bonne nouvelle de la renaissance de la CAMIF, quelle est la bonne nouvelle, quel est l'enjeu pour l'entreprise. Et nous, on s'attache à travers, on a parlé un peu tout à l'heure sur le tour du Made in France, à mobiliser l'intelligence collective et à faire en sorte que tout le monde soit acteur de ces nouveaux produits, de ces nouvelles solutions qu'on doit inventer, qu'on doit mettre en place. Parce qu'on est tous conscients qu'on doit changer les choses, on doit changer notre façon de consommer, on doit changer notre façon de produire. Alors nous, à la CAMIF, on a les 5 R. C'est d'abord commencer par refuser d'acheter des produits qui viennent de très loin et dont on ne sait pas d'où ils viennent. Réduire notre consommation, c'est le deuxième R. Acheter des produits qui vont durer plus longtemps, des produits de qualité. C'est également relocaliser notre production et notre consommation, et c'est également repenser la façon dont on produit, et c'est recycler. Voilà, c'est les 5 R de la CAMIF. Alors j'ai une petite vidéo que je peux vous montrer parce qu'on finit l'étape du tour, on a fini notre tour du Made in France, on a eu une étape qui était assez formidable. On travaille avec une start-up qui est engagée pour ce qu'on appelle l'upcycling, donc ils vont chercher chez les industriels des déchets,
en local et ils utilisent ces déchets pour faire des meubles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont jusqu'à faire modifier par l'industriel le processus de génération de déchets pour rendre le déchet exploitable et donner de la valeur à ces déchets. Et là, on a travaillé ensemble pendant le tour du Made in France en mobilisant tout notre écosystème des 150 fabricants avec qui on travaille. On les a interrogés sur quels sont leurs déchets et on a fait venir trois industriels. Il y avait Simir qui fabrique des chaises d'école, il y avait Lafuma qui fabrique des fauteuils relax avec des toiles Ferrari justement dont on a parlé aujourd'hui, et puis il y avait Bultex qui a fourni de la mousse, et tout ça c'est des chutes de production ou des déchets de production ou des produits qui mettent au rebut parce que voilà, on a fait travailler des groupes de travail avec des gens de l'atelier Maximum, des clients de la CAMIF et des collaborateurs pour imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces chutes et avec ces déchets issus de notre propre écosystème. Donc là, on boucle la boucle. Je pense que c'est vraiment intéressant de raisonner. Je crois qu'aujourd'hui, dans le local, ce qui est important, c'est d'arriver à constituer des écosystèmes et des boucles locales. Et c'est ça l'innovation durable. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Et là, je rejoins votre plateforme. Ça se fait forcément de manière collaborative parce que les sujets sont complexes, parce que vous devez recréer des liens entre des acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement, même s'ils sont sur le même territoire. Et ce rôle de la CAMIF est véritablement la vraie richesse de l'entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Je suis assez convaincu de ça, on lance le film. Voilà. Chez Maximum, on fabrique du mobilier en série à partir de pertes de production. Donc on se met en partenariat avec des industriels qui, en produisant en série, génèrent toujours exactement le même déchet. Et ce déchet-là, on le met à la base de notre production. Le fauteuil, c'est un peu notre produit phare, c'est celui qu'on vend le plus. Alors c'est un fauteuil qui est fait en partenariat avec Ashulman. Il fabrique des poudres de polyéthylène colorées. Dans le passage d'une couleur à l'autre pour la production, il est obligé de jeter 100 kg à chaque fois. Nous, on les récupère. Le déchet initial, c'est ces poudres-là, qui va être chauffé au fur et à mesure jusqu'à atteindre 200 degrés, poussé par 2 grosses vis. Et à la fin, va sortir 3 spaghettis de plastique liquide. C'est avec un peu de temps, avec un peu de patience. On a demandé à l'écosystème des 150 fabricants français avec qui on travaille de réfléchir sur tous les déchets qu'ils avaient, d'en amener ici pour qu'aujourd'hui on puisse, à partir des déchets de l'écosystème des fabricants de la CAMIF, produire des meubles pour la CAMIF. Il y a des structures de chaises métalliques qui sont écartées en cours de fabrication, de même sur des chutes de panneaux. Ça fait un V. Là, on pose la caisse. Ça fait un V. On est en train de faire la future chaise CAMIF, Simir, Maximum, avec la structure et le déchet que nous a donné Simir. Revaloriser, c'est une excellente idée. Et voilà, il faut se faire plaisir aussi. Et là, on boucle complètement la boucle et on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, notamment pour les produits qui porteront la marque CAMIF. Et est-ce que c'est pas aussi un moyen de réduire considérablement les coûts, puisque les déchets, vous les payez pas ? C'est très vertueux, l'économie circulaire, les vertus économiques, parce qu'ils sont payés pour récupérer de la matière. Donc c'est un des rares fournisseurs avec qui on travaille dont le coût matière n'est pas un coût mais un profit. Et surtout, je pense qu'un bon meuble, c'est comme une bonne voiture. C'est un meuble qui consomme très peu et qui dure longtemps. Voilà, donc là, quand on arrive à faire des meubles qui sont entièrement issus de matériaux qui sont des déchets et qui auraient été enfouis, brûlés ou autres, et qu'on arrive à transformer ça, alors c'est pas la seule initiative, on en a d'autres. On travaille avec une petite structure d'insertion à Cap-Breton depuis 2 ans. On récupère des vieux bureaux, des vieilles tables, des vieilles chaises dans les entreprises de la région et on restandardise la matière, on en fait des meubles neufs, on les vend déjà sur le site de la CAMIF. C'est le petit module qui s'appelle le Lexi. Là, chez Maximum, on vend déjà la chaise qui s'appelle la Gravenne et on peut trouver ça sur camif.fr. Donc c'est possible, on peut travailler en mode collaboratif, on peut sortir des innovations très vite et très vertueuses. Très bien. Darwin, alors justement, l'exemple de 3-4 projets que vous avez réussi à monter grâce à cet assemblage que vous avez fait. Oui, on peut donner des exemples vraiment très concrets. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on a pratiqué sur la brasserie, où on fabrique donc la bière. Hein. On aurait pu d'abord installer cette brasserie beaucoup plus loin dans Bordeaux, ça aurait coûté beaucoup moins cher en loyer, etc. On l'avait vraiment voulu déjà à côté de chez nous.
vraiment au cœur de l'écosystème. On a déployé des achats très locaux, puisqu'on se fournit, la matière principale, hein, c'est l'orge pour la bière, et on a habitant à Bordeaux, on se fournit dans le Lot-et-Garonne, c'est maltais dans le Tarn. Donc on reste sur une production extrêmement locale, et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette bière où on produit environ 3000 hectolitres par an, il y a 1500 hectolitres qui sont consommés sur place. Au sein même de l'écosystème, à travers l'événementiel, à travers le restaurant. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous faites boire les gens qui viennent chez vous pour pouvoir mieux leur vendre après vos surfaces, etc. Exactement. D'accord. Exactement. Après, on fait très attention, et Vous notamment. êtes passé du vin à la bière, vous diversifiez aussi. Oui, Vous exactement. êtes sur Bordeaux. On prend vraiment le contre-pied. Mais par exemple, effectivement, mais c'est une question non négligeable, et on organise tous les ans un festival avec entre 20 et 30 000 festivaliers. Et pour l'occasion, on sort une bière à 3%, parce que voilà, on est aussi conscient de la responsabilité qui nous incombe par rapport à la vente d'alcool. Ouais, c'est important. Et ce qui est important aussi dans la bière, parce qu'on continue aussi assez loin, puisque on a créé on est en train de créer au sein même de la brasserie donc des panneaux photovoltaïques qui vont permettre de sécher la drèche, qui est le résidu du malt, hein, à la fin, une fois que vous avez produit la bière. Et l'idée, en fait, c'est de sécher cette drèche pour qu'elle soit légère, pour qu'elle puisse être après transportée et dirigée vers des éleveurs bovins bio, qui vont pouvoir donner cette drèche à manger à leurs animaux. Et il se trouve que ces éleveurs sont les éleveurs fournisseurs du magasin général, qui est le restaurant de l'écosystème Darwin. Donc vos déchets de bière, entre guillemets, nourrissent les vaches qui vont nourrir vos propres clients. Voilà, même si on essaye d'impacter le moins possible et de limiter la viande au niveau de nos restaurants, le peu de viande que l'on a, effectivement, rentre dans cette économie circulaire. Autre projet ? Autre exemple, les bureaux, c'est un bon exemple de collaboration et de coopération. Les gens qui viennent installer leur entreprise à Darwin, souvent d'ailleurs c'est des petites entreprises, hein, c'est vraiment tout petit, parce qu'il y a 130 structures et il y a 550 personnes qui y travaillent. Donc vous imaginez la taille des structures, ça va entre 3 et 4 personnes en moyenne. Et ils viennent à Darwin pour 2 raisons essentielles. Pas parce que c'est joli, même si c'est très sympa et très agréable à vivre. Ils viennent pour 2 raisons. La première, c'est l'impact écologique qu'ils ont à venir ici, hein, puisque en travaillant à Darwin, on émet à peu près 4 à 5 fois moins de gaz à effet de serre que dans n'importe quel autre lieu où on travaille à Bordeaux. Ça, c'est déjà la première raison, mais c'est pas la seule raison. La raison essentielle pour laquelle ils viennent, c'est pour la coopération. Il y a 500 personnes qui travaillent. C'est vrai que coopérer à 500, c'est mieux que coopérer à 20 ou à 30. Et ils viennent chercher cette coopération. En plus, il y a une vraie sélection naturelle, parce que sur Darwin, par exemple, je vous donne un exemple, il y a une dizaine d'agences de communication. Le premier réflexe qu'aurait une entreprise de communication en venant à Darwin, en disant voilà, je ne vais pas venir, il y a déjà beaucoup d'agences de communication, ça va me créer de la concurrence, etc. En fait, pas du tout. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, et en fait, ils travaillent ensemble. On ne parle pas de compétition, on parle de compétition. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et nous, on essaye de favoriser cette coopération. Alors, ils ont chacun leurs forces, ils peuvent répondre ensemble à des appels d'offres. Et justement, à ces petites sociétés, ces petites agences qui sont de 3, 4 personnes, elles peuvent s'unir pour répondre à des appels d'offres, et justement, pour répondre en face de groupes de communication qui sont souvent plus gros, et donc ils s'allient. Et puis il y a une agence qui va être plus spécialisée dans la vidéo, une autre agence qui va être plus spécialisée dans la stratégie, etc., etc. Et donc à travailler ensemble, ils arrivent à répondre justement à des appels d'offres et être en concurrence, là pour le coup, avec des sociétés qui sont plus grandes. Voilà. Donc la coopération qu'on met en place à Darwin, elle est vraiment assez vertueuse, et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles les entreprises viennent nous voir. D'autres exemples, après on a évidemment, alors après ça c'est un exemple basique, mais on a installé du panneau photovoltaïque sur la toiture, une toiture. Jusque-là, rien de très original, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette électricité qui est produite est directement consommée sur place, parce qu'on est en autoconsommation, et donc ça permet de couvrir 30% des besoins en électricité du restaurant. Voilà, donc c'est quelque chose qui est réellement sur place. L'ensemble du mobilier qui est sur place, le mobilier qui est dans le restaurant et dans les bureaux, donc ça commence à faire quand même une sacrée masse, est produit sur place. On a créé une menuiserie à Darwin, et une menuiserie partagée, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont mutualisés. Il y a 4 ou 5 menuisiers
qui travaillent. Alors, ils ne produisent pas que pour l'écosystème, hein, mais en tout cas, pour tout ce qui est produit pour l'écosystème, alors le plus souvent avec du bois récupéré. Donc le mobilier est fait sur place. Alors je rebondis un peu sur ce qui est fait. Par contre, le mobilier, même si c'est du bois récupéré, nous coûte quand même plus cher que si on prend du mobilier industriel. C'est ce que j'allais vous dire. En termes de coûts, vos bureaux, enfin, vous les louez plus cher que des tiers-lieux habituels parce que vous intégrez tout ça en leur disant bah, écoutez, tout est bio, grosso modo, tout est made in, etc. Ou finalement, en faisant ça, vous arrivez à avoir des coûts à peu près alignés sur les autres? Alors, basiquement, on est plus cher. Mais on essaye de contourner le truc. Par exemple, pour les bureaux, effectivement, on est plutôt dans la tranche haute quand on loue des bureaux à Darwin, mais on a besoin de moins d'espace, parce que la mutualisation des espaces fait que finalement, vous avez besoin de prendre moins d'espace. Donc ce qui est important, c'est quand même combien ça vous coûte à la fin. Donc au prix du mètre carré, on est peut-être un peu plus cher, on doit dire dans la fourchette haute, mais en fait, finalement, quand l'entreprise qui vient chez nous fait le bilan des surfaces qu'il a pris, en fait, il a moins besoin de surface grâce justement à cette mutualisation des espaces d'accueil, des espaces de salle de réunion, et bien évidemment, des sanitaires, etc., où on mutualise énormément les espaces. Donc en fait, à l'arrivée, c'est moins cher. Oui, donc c'est que la surface de bureau que vous comptez, parce que tout le reste est mis à disposition globalement à travers plein de différentes entreprises. Exactement. D'accord, ok. Nathalie Alexandre, justement, comment vous mesurez votre impact, vous, territorial, avec le projet Henri Fabre ? Alors, on a plusieurs indicateurs. Vous êtes parti de combien? Vous êtes à combien aujourd'hui? On est parti de 0. D'accord. On a beaucoup parlé au début. Puis, à bout d'un moment, on s'est dit que... Ça a mis combien de temps avant de démarrer ce projet? 2011, les parties prenantes du territoire sont interrogées sur qu'est-ce qu'ils avaient valeur ajoutée à faire. Donc, au début, tout le monde parlait beaucoup. Puis, à un moment donné, tout le monde s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on arrête de parler, qu'on s'écoute et qu'on commence à bâtir ensemble. 2015, on a créé l'association Team Henri Fabre, donc qui est présidée par EDF et vice-présidée par Airbus, mais dans lequel on retrouve en fait tous les grands industriels de la région, des CNS, Groupe Thales, DUS, TAS, CEA, et j'en oublie parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr. On a ouvert un premier technocentre dans la foulée, en janvier 2016, de 2000 m². On est en train de préparer celui de 16 000 m² parce que la dynamique est partie et du coup la demande explose et puis finalement on s'aperçoit que l'intelligence collective est vraiment créateur de valeur. Mais la demande explose de qui? Des industriels, de nos partenaires académiques, que ce soit... Ce que je veux dire, c'est que j'imagine très bien qu'il y a plein de petites entreprises qui vont être en demande parce qu'elles n'ont pas les moyens, donc elles vont pousser. Et pourquoi les industriels disent oui, disent ouais, on va investir pour vous? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le technocentre, le petit technocentre, qui au départ était le technocentre, mais qui est devenu beaucoup trop petit, sont venus rejoindre le rectorat, une partie de l'académie, des grandes écoles qui passent ça et là, les équipes des différents industriels, le CETIM, des structures d'expertise dans le domaine de la mécanique, qui se sont aperçus en fait à l'usage que quand ils travaillaient ensemble, ils allaient beaucoup plus vite, c'était moins cher, c'était beaucoup plus créateur de valeur. Et du coup, aujourd'hui, où on en est, donc on a tagué finalement tous les moyens dont on avait besoin sur le territoire. On en a acquis certains autres, donc 12 millions d'euros de moyens technologiques qui sont partagés pour opérer ces moyens technologiques, parce qu'évidemment, on n'arrive pas comme ça sur une imprimante 3D, c'est pas possible. Donc, on a créé un opérateur avec notamment Airbus, la Caisse des dépôts, l'UIMM et plein d'autres entreprises, où rien que ça a permis, avec un autre opérateur que l'on accompagne sur tout ce qui est plutôt montée en compétences sur les problématiques de revêtement, de caractérisation. Bon, bref, rien que de faire ça en commun, au-delà de la mutualisation des moyens, c'est déjà 50 emplois qui ont été créés. Après, il y a 10 projets collaboratifs qui sont d'ores et déjà partis, qui ont permis, là encore, d'aller plus loin, plus vite sur, par exemple, des problématiques de maintenance rapide, pour arrêter aussi d'aller faire ailleurs des choses qu'on aurait pu faire ici en région. Donc l'idée, c'est de dire, mais finalement, pour pouvoir, quand on a besoin d'une pièce, est-ce qu'il faut aller forcément démonter, tout envoyer à Pétaouchnok? Non, peut-être qu'on peut ensemble trouver de nouvelles technos pour le faire ici.
Et puis on avait donc cette problématique tous de mesurer notre empreinte carbone. Donc on a tous besoin de progresser là-dessus. Et donc à travers finalement nos projets, on évolue aussi là-dessus. Après, l'idée c'était de dire aussi, mais si on veut emmener nos sous-traitants sur l'industrie du futur, il faut les aider à trouver une certaine pérennité économique. Parce qu'on ne peut pas investir sur l'avenir si déjà on est en mode survie aujourd'hui. Donc l'idée, on a monté des choses très simples en fait finalement, entre par exemple 7 grands donneurs d'ordre de la région. Tout simplement, on se dit chaque année, on s'engage sur une thématique particulière à s'auto-présenter 10 entreprises de notre écosystème qui sont plutôt dépendantes de nous, mais qui ont une vraie valeur sur le territoire. Et en fait, tout simplement, on les a parrainées. Et puis, ces entreprises, elles se présentent entre elles, elles se présentent aux acheteurs des différents groupes, elles peuvent vendre leur offre, montrer leur talent. Et ça permet déjà, rien que ça, de casser ces écosystèmes simplement par grande filière, mais d'en faire plus qu'un autour de l'industrie. Ces 200 entreprises, du coup, via ce type de programme qui ont été accompagnés chaque année. Et puis en parallèle de ça, c'est toute la problématique d'emploi-formation. Nous, on est dans une région qui est quand même marquée par un taux de chômage important. Et puis toujours les industriels de dire finalement on ne trouve pas chaussure à notre pied et il y a un problème entre notre besoin et ce que sort le système. Ok. Mais c'est quoi? De quoi on a besoin, nous, industriels, concrètement? Qu'est-ce que propose l'éducation nationale? Qu'est-ce que proposent les grandes écoles? Qu'est-ce que proposent comme formation les organismes de l'emploi et de la formation? Et comment on fait en sorte que tout ça se rapproche un peu plus et qu'il y ait un mariage plus intelligent entre l'offre et la demande? Aujourd'hui, c'est tout un programme. On vient de décrocher un programme investissement d'avenir, plus de 8 millions d'euros, parce qu'on est allés ensemble pour rénover notre offre de formation et bâtir 5 modules de formation du futur. Et là, c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, vont travailler ensemble l'éducation nationale, des grandes écoles comme l'ENSAM, le lycée Jean Perrin du coin, avec aussi des organismes privés de formation continue. Et ensemble, avec l'appui des industriels, ils n'ont qu'une chose en tête maintenant. C'est comment on répond à l'attente sur ce territoire. Mais simplement, on s'est posé, on s'est parlé, on a pris du temps, on a fini par se comprendre et on a bâti un programme commun. C'est aussi l'idée de dire, on a des problèmes d'attractivité sur certains métiers de l'industrie. Bon, si on y va chacun chez soi, ça va pas peser lourd. Si tous ensemble, on explique aux jeunes, on explique aux salariés, on explique aux familles que voilà, c'est dans tel et tel domaine qu'il y a des besoins, c'est vers ça qu'on évolue et qu'on les attend, mais vraiment les bras ouverts dans l'industrie, c'est plus simple d'y aller ensemble, d'expliquer ça et de montrer que voilà, c'est pas qu'un emploi dans l'énergie ou ceci ou cela. Non, c'est dans le naval, c'est dans l'aéronautique, c'est dans l'aérospatial, c'est dans le biomédical, parce que tout ça, c'est des compétences transverses. Donc c'est aussi de réfléchir finalement aussi, parce que les PME nous disaient, ouais, mais nous, on trouve jamais les compétences. Vous, les grands groupes, c'est plus simple. Mais nous, c'est compliqué. Bon, on travaille actuellement sur l'idée de, par exemple, faire des parcours croisés de formation d'alternance, c'est-à-dire de proposer à un jeune un parcours qui va intégrer donc une période, par exemple dans une PME, une période dans un grand groupe, une période où il va travailler donc sur un projet collaboratif, et c'est finalement d'inventer aussi de nouveaux parcours. Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Et puis en termes d'emploi, les choses commencent à arriver, parce que l'ambition, comme le disait Stéphane dans le film, c'est finalement ensemble d'arriver à la création de 7000 emplois industriels. Rien que sur la zone des Florides aujourd'hui, là où il y a le premier technocentre, donc à Marignane. Pour ceux qui ne savent pas aussi, voilà, zone des Florides, Marignane. On est déjà un peu moins de 2000. Et l'idée, c'est bien ça, c'est finalement, c'est ça. Moi, j'aimais bien ce que vous disiez côté Darwin là. Et puis vous-même, il y a bien cette idée finalement de créer l'écosystème dont on a besoin ensemble. Et puis c'est vraiment ça, c'est de réunir les conditions qui fassent que ensemble on puisse faire du développement, qu'une entreprise puisse se développer avec d'autres, et qu'on puisse aussi, quand l'entreprise n'est pas là pour pouvoir industrialiser les technos sur lesquels on travaille et qu'il faudra industrialiser en région, c'est d'aller chasser en meute. Alors l'expression n'est pas très jolie, mais c'est quand même d'aller chercher ensemble l'entreprise où elle se trouve dans le monde, mais qu'elle vienne faire son développement ici. Voilà. Nous, on dit, on est tous implantés sur ce territoire, et pourtant on est tous des groupes internationaux, pour rien que pour la partie grand donneur d'ordre. Mais nous, vraiment, on a vraiment cette conviction que c'est en local qu'on va faire des choses. Et même si on est implanté ailleurs, peu importe, c'est ici. De quel écosystème on a besoin, et comment on le crée ensemble, comment on le fait vivre ensemble. Si on y va de manière séparée, jamais on pourra y arriver. Voilà. Ok. Catherine Trifon, alors justement, comment on fait durer des réseaux? Voilà, c'est les amis d'EDF qui sont venus en nombre.
Comment faire durer des réseaux d'entreprises multicritères vous qui travaillez avec les puissances publiques aussi, avec les entreprises, comment on fait durer ces réseaux? D'abord, parce que tout ce qu'on évoque ici, c'est jamais que l'intelligence collective et collaborative. Hein. C'est vraiment ça, globalement, la réalité aujourd'hui. C'est sans doute plus prégnant sur les nouvelles générations d'entrepreneurs et les nouveaux dirigeants qu'on a aujourd'hui dans les groupes, hein, et vous en êtes un bon exemple, bien que vous soyez encore jeune. Bien, on voit une vraie différence en 20 ans, on voit une vraie évolution. Je vais plutôt vous donner des exemples pour répondre à la question. La question, je évoquais tout à l'heure la puissance publique, la charte entreprises et quartiers, les contrats de ville, le fait aujourd'hui qu'on a une population qui est à côté de l'emploi. Les publics aujourd'hui sont très fragilisés dans l'emploi. Il y a quelques années, quand je suis arrivée, ça fera 6 ans maintenant que je suis chez FAS, il y a un programme qui a été mis en place il y a 5 ans. On avait un grand groupe du bâtiment qui s'inquiétait parce qu'en fait, les artisans qui pouvaient répondre à leurs appels d'offres n'étaient pas bons sur les clauses sociales. Ils ne savaient pas comment fonctionner. Ils dit OK, qu'est-ce que vous pouvez faire vous, FAS, pour nous? Ils ont financé une formation, on a formé des responsables dans nos différents clubs. On a une vingtaine de clubs qui étaient impliqués pour qu'eux-mêmes aillent expliquer à des patrons, des artisans, des patrons de PME ce que c'était que les clauses sociales pour mieux y répondre. Ça, c'est un premier exemple. Autre exemple, nous avons un doctorant en contrat CIFRE qui a travaillé sur la question du handicap et en quoi est-ce que c'était une ressource négative ou positive. Parce que généralement, on regarde le handicap comme une ligne budgétaire qui coûte, hein, monsieur, madame, mission handicap, un aménagement de poste de travail. On voit ça comme un coût, non pas comme un avantage. Et on a fait un travail territorial en Nord-Pas-de-Calais avec la CRES, donc l'ensemble des associations de l'économie sociale et solidaire, avec l'APF, l'Association des paralysés de France, du Nord-Pas-de-Calais, qui sont nos partenaires, et avec des clubs FAS locaux, pour voir effectivement comment aujourd'hui, à partir d'exemples concrets, on parlait tout à l'heure de relocalisation, on avait une entreprise qui délocalisait, fabriquait des vêtements professionnels en Chine. Ils ont tout réinternalisé en faisant travailler des entreprises adaptées. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un intérêt local intéressant, ça ne coûtait pas plus cher, et ça redynamisait les choses, et surtout, ça donnait une vraie valeur au travail qui était produit par ces personnes en situation de handicap. Troisième exemple, on a travaillé, enfin, pas travaillé, mais nous avons remis, Gérard Mestrel, notre président, a remis, au cours de la mandature précédente, un rapport avec 150 recommandations sur l'emploi, et principalement l'emploi des jeunes. Mais pas que les jeunes. Et il y avait autre une idée, là ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, sur le fait que vous avez pas mal de grands groupes qui ont des universités de formation, des vrais, avec des beaux bâtiments, du matériel et du personnel. Quand vous avez une promotion de 15 ou de 16 salariés d'entreprise qui vont suivre une formation, de rajouter un demandeur d'emploi de 2 ans, un demandeur d'emploi de longue durée, dans cette formation qui sera pris en charge. De toute façon, la formation, elle est financée, c'est pas le plateau repas qui va coûter, c'est pas le déplacement. Cette personne-là va pas forcément être recrutée par l'entreprise. En revanche, les sous-traitants de l'entreprise, qui eux ont besoin de recruter et qui ont du mal à trouver, ils vont avoir quelqu'un effectivement qui va leur venir tout cuit, formé par l'entreprise. Alors ça demande des aménagements sur un plan logistique et administratif, mais c'est partie des recours qu'on va proposer d'ailleurs au gouvernement, parce qu'il y a des façons aujourd'hui extrêmement pragmatiques de permettre à des grands groupes de mettre à disposition du réseau de celles et ceux qui recrutent aujourd'hui, des potentiels, des gens effectivement en situation d'employabilité. Et dernier point, donc un exemple avec Lemonade, qui est un exemple de co-construction extrêmement intéressante. On a fêté les premiers résultats il y a peu de temps. À l'idée, l'origine, c'est une start-up à vocation sociale et solidaire qui s'appelle Lemonade, Lemon Tree plutôt, avec l'idée effectivement de faire du recyclage de canettes et de bouteilles de plastique. Entreprise d'insertion, première promotion de 18 personnes. Il y en a aujourd'hui 16 qui sont déjà recrutées. Le soutien effectivement de Danone, qui a été un petit peu comme un business angel pour aider au démarrage. Au final, au bout de quelques mois, on a eu l'équivalent de 600 000 canettes recyclées, 1 300 000 bouteilles, enfin quasiment 111 tonnes aujourd'hui de matières premières qui ont été recyclées, avec des personnes aujourd'hui qu'on a mis en situation d'employabilité. Voilà, je parle de l'intelligence collective, c'est ça. Donc comment on fédère des réseaux? Eh bien, comment on les fait durer? C'est parce qu'ils ont le sentiment, ils et elles, patrons et patronnes d'entreprise, que ce qu'ils font produit des effets, qui en plus sont mesurables, pour lesquels effectivement ça engage les salariés. Le vrai combat, le vrai engagement aujourd'hui pour les entreprises, c'est de mesurer l'engagement personnel des salariés vis-à-vis de la boîte. On peut parler des valeurs, très bien, un truc un peu tarte à la crème, on peut parler de grandes politiques RSE, mais à un moment donné on est dans le concret. Et c'est vrai que chez FAS, comme en plus ils payent, ils bossent, c'est un peu le côté un petit peu original chez nous, c'est que non seulement ils sont contributeurs en étant cotisants dans un club FAS ou mécènes sur des programmes effectivement qu'on peut monter nous au niveau de la tête de réseau, mais surtout c'est qu'ils s'impliquent et font eux-mêmes les choses. Et c'est parce qu'on fait les choses et qu'on les voit progresser que c'est un enrichissement personnel. Et c'est ça qui fait durer un réseau. Merci. Alors, c'est rare ce qui se passe, hein. C'est rare que dans Plénière de clôture, les gens applaudissent à chaque fois que vous parlez. Donc a priori, ça a l'air intéressant, donc on va continuer. Raphaël Souchier, à vous de continuer pour les applaudissements. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une région ou une ville qui fait du localisme ou pas? C'est quoi les critères? Est-ce que par exemple notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est une région qui fait du localisme ou pas? Est-ce qu'on peut le définir de cette manière-là?
Alors, on peut mesurer une étude qui vient d'être faite là, par Utopie, mesurer quelles étaient les aires urbaines qui étaient les plus localistes ou les plus performantes en termes d'effets multiplicateurs. Alors, a priori, on va prendre les grandes villes, hein, parce que c'est là qu'il y a le plus de diversité, etc. Mais quand on extrait cet aspect de la taille, on se rend compte que très souvent, les plus performantes, celles qui font mieux que ce qu'elles devraient faire, ce sont des petites villes, et de façon intéressante, des petites villes du sud-est de la France, majoritairement. C'est là que, disons, c'est entre le haut de la Nouvelle-Aquitaine et Nice, hein, tout ce triangle-là, on a beaucoup plus de villes qui sont performantes dans ce domaine. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont gardé une diversité de l'activité économique en général. Elles ont conservé aussi une culture. Hein. On parlait autrefois de l'ambiance industrielle. On disait ça pour les régions anciennement industrielles. On en avait en France, il y en avait aussi dans le nord de l'Italie, etc., où on a des habitudes de collaboration, des habitudes de faire confiance, où on dit, tiens, voilà, c'était autrefois ça. On disait, là, j'ai un gros client, je ne peux pas le servir, je suis vraiment à fond. Est-ce que tu peux le prendre, etc. Ça, c'était les bonnes périodes. On a véritablement une communauté entrepreneuriale. Ça aussi, c'est important. Les gens ont confiance les uns dans les autres et du coup, on génère une véritable richesse, et pas simplement entre entreprises, avec les collectivités, avec les associations. Hein, on l'a vu avec FACE ici. Donc, c'est des gens qui ont confiance en eux-mêmes en tant que communauté humaine. Hein, ils sont heureux de vivre là où ils vivent. Ils sont heureux de produire là où ils produisent. Ils savent que quand on va voir une administration, c'est pas forcément une résistance qu'on obtient, mais une écoute, et on peut travailler ensemble. Et ça se construit ou ça se préserve avec le temps. Donc, voilà la réponse. Une réponse. Je pense que c'est vraiment important de dire que ça, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, dans un claquement de doigts. Il faut une vraie volonté pour reconstruire ça, parce qu'on l'a un petit peu oublié. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, avec les nouvelles formes d'organisation, avec Internet, avec des organisations comme Darwin, etc., apportent une nouvelle dimension. Et ils ne supportent plus les vieilles structures dans lesquelles on vit comme on vivait autrefois, où on supportait de travailler parce qu'on n'avait pas trop le choix. Maintenant, il faut leur donner envie, et pour les entreprises, c'est extrêmement fécond aussi. Et on le voit aussi quand on communique. Hein, quand les entreprises ensemble communiquent avec leur territoire. Bon, pas encore beaucoup chez nous. Hein, on commence à le voir dans les centres-villes, mais je parlais en Amérique du Nord, il y a des campagnes permanentes dans certaines villes pour dire... avant, ils disaient « buy local », « acheter local ». Et puis après ça, ils se sont dit « be local », soyez local. C'est votre territoire. Vivez, dansez, chantez, profitez de toutes les opportunités qui font que vous appartenez à cette ville et que vous êtes heureux de le faire. Donc c'est une vraie ambiance. Alors plus l'ambiance industrielle, comme on disait autrefois, mais peut-être une ambiance de vie collective. On est heureux de vivre là où on vit. Et peut-être qu'on va développer ça aussi un peu plus en France, ne plus avoir honte de dire acheter local. Bon, déjà, on achète français, et on voit qu'acheter français, c'est pas se refermer sur soi. Hein, c'est valoriser ce qu'on a, et en ayant conscience que les Allemands, les Italiens, les Chinois, etc., c'est important aussi qu'ils développent ça. Hein, cette fierté de produire des produits de qualité chez eux et de les consommer aussi. C'est intéressant, quand on a fait l'étude sur la France, on disait si toutes les collectivités, si tous les territoires achetaient 10% de plus localement, qu'est-ce qui se passerait ? En termes de montant, d'importance de la production, ça ne changerait pratiquement rien. Donc à production égale, parce que ce que vous allez acheter à droite, si vous l'achetez localement, vous l'achetez un peu moins, et puis ça équilibre à l'échelle du pays. On pourrait le faire à une plus grande échelle. Par contre, ce qui se développe de façon très importante, c'est la diversité. On construit de la diversité à chiffre d'affaires égal. On construit beaucoup plus de diversité. Donc on rend le territoire moins fragile parce qu'il y a plus d'activités. Tout à fait. D'accord. Et l'effet multiplicateur, donc cette richesse de l'échange est multipliée encore plus.
Donc, il n'y a pas plus de production, mais il y a infiniment plus d'interaction entre les acteurs sur les différents territoires et on crée de l'emploi comme ça. Mais ma question était, par exemple, dans le développement durable, il existe pour les collectivités l'agenda 21. Oui. C'est un ensemble de critères qui dit, je suis une ville agenda 21, ça veut dire que je suis les objectifs du développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'agenda du localisme qui existe et qui permet de dire à une ville ou à une collectivité, nous sommes une collectivité qui pousse au localisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des critères précis qui fait qu'on l'est ou on l'est pas parce que finalement, ce que je déteste qu'on dit, c'est quand il y a plein de gens qui disent on fait de la RSE sans le savoir, et il y en a plein qui font du localisme potentiellement sans le savoir. Donc tout le monde est localisme plus ou moins, ou pas. Voilà, comment on arrive à déterminer ça ? C'est un beau chantier qu'il faut lancer maintenant. Parce que en fait, parce que l'état d'esprit a avancé. L'état d'esprit a avancé. Il n'y a plus cette peur. On se dit que c'est plus être un gars de faire ça, que c'est une nécessité pour le bien-être de tous, que ce n'est pas priver d'autres d'une richesse, d'autres dans d'autres régions ou dans d'autres pays. C'est simplement prendre soin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai relu un peu par hasard. C'était le laboureur et ses enfants de La Fontaine. Je dis mais en fait c'est ça qu'il dit. On dit que laboureur et ses enfants, bon, c'est une incitation au travail, mais c'est beaucoup plus que ça. Quand le laboureur dit à ses enfants, je vais mourir, je vous confie notre terre, enfin notre bien commun, travaillez-le parce qu'il y a un trésor qui est enfoui dedans. Alors eux, ils disent, il y a une cassette quelque part, il a mis tout, le trésor. Et alors ils vont travailler toutes les parcelles où la main peut intervenir sur l'ensemble. Ils vont creuser partout pour voir où est le trésor. Et en fait, du coup, ça rend la terre plus fertile parce qu'elle est travaillée. Et donc la vraie richesse, bon, la cassette, elle n'existait pas, mais il les a mis au travail, mais il a fait aussi, il les a fait inconsciemment enrichir leur bien commun. C'est un petit peu ça. Alors après, on peut passer à la phase consciente, mais ça nécessite qu'on soit plus nombreux à le faire, et c'est un vrai travail pour les mois et les années à venir. Et nos amis américains nous montrent que c'est tout à fait possible et super rentable pour les territoires de faire ça. C'est un enjeu. Alors moi, je suis un homme politique, je vous écoute, j'ai les pleins pouvoirs. Ouais. Je trouve que c'est génial ce que vous me dites. J'ai dit, ok, je veux faire du localisme dans ma région, je commence par quoi ? Vous commencez par évaluer les forces et les faiblesses de votre territoire à vous. Ça, aujourd'hui, on sait mesurer sur l'ensemble des filières où est-ce qu'on est bien, c'est-à-dire où est-ce qu'on produit bien localement. Et puis, je vous donne un exemple. Moi, comme j'ai voulu appliquer mes idées, j'ai créé un réseau d'entreprises que j'ai animé pendant quelques années. Au cours, c'était dans le Languedoc à l'époque. Et un soir, on faisait des réunions tous les mois. On amenait les nouveaux, on buvait du bon vin, on discutait, etc. Et 3 entrepreneurs se sont rencontrés. Un qui vendait des produits écologiques pour l'habitat, l'autre qui avait une entreprise d'insertion qui faisait du recyclage, et le troisième qui était le directeur marketing d'une entreprise et qui voulait changer de boulot. Et ils ont commencé à discuter, et il y en a un qui dit, mais moi c'est impressionnant, je vends de la ouate de cellulose importée d'Autriche. Je veux dire, il n'y a aucune complexité technologique dans la ouate de cellulose, c'est du papier avec un peu de sel de bord. Et je fais venir ça d'Autriche. Ça n'a aucun sens. Ils ont commencé à réfléchir, ils ont bossé 5 ans là-dessus, ils ont trouvé l'argent avec la région, l'État, etc. pour les aider, parce que c'était des petites entreprises. Ils ont passé des accords à droite et à gauche, notamment avec les Autrichiens, avec des Bretons qui s'y étaient mis aussi un peu avant eux. Ils ont lancé leur usine, ils ont trouvé les capitaux, et ils couvrent maintenant, je pense, une bonne partie du sud-est de la France, simplement parce qu'un jour ils se sont rencontrés, ils disaient « mais il n'y a pas d'offre locale là-dessus ». On pourrait le faire, ça ne demande pas rien de très compliqué. Ils se sont mis d'accord avec le journal local, et donc parce qu'il faut du papier de qualité, etc. Et puis, ils ont créé une nouvelle offre locale qui n'existait pas parce que c'était impossible, simplement parce que personne n'y avait pensé. Et comment ça se fait ça ? C'est 3 entrepreneurs qui se rencontrent dans le cadre d'un réseau d'entreprises et qui se disent « tiens, mais au fait, il y a un truc là ». Et puis ils le creusent. Et alors, il faut un travail d'accompagnement de ça. Et il y a des tas d'organisations qui doivent apprendre aussi à faire ça quand elles ne le font pas déjà. Le potentiel est gigantesque. Notre marge de progrès dans ce domaine, c'est juste incroyable.
D'accord, donc on mesure nos forces et nos faiblesses. Ouais. Alors on mesure les forces et faiblesses, et puis après, on choisit ce qui est le plus opportun. On commence par quelque chose. Et puis parallèlement, on fait ce que les gens de Hauts-de-France ont fait, et d'autres, je disais tout à l'heure, on vend du rêve commun. Hein, on vend un projet, une vision. Quand on a une vision commune sur le territoire, du coup, ça autorise toutes les bonnes volontés qui vont dans ce senslà à aller dans ce sens-là. On dit, oui, là, ici, on est bio-vallée, pour le bio, il y a tout ce qu'il faut dans le pays du Menet, sur l'énergie locale, etc. On développe le potentiel du territoire déjà dans la tête des gens. Ça, c'est aussi un travail de communication et qu'on fait en partenariat avec tous les acteurs. Et ça génère des tas d'idées nouvelles qui sont en phase avec ce projet-là. Et puis, on évalue régulièrement. Ça, je disais au début, ce que je trouvais très intéressant chez les Nord-Américains, c'est que tous les ans, ils évaluent tout ce qu'ils font. Et du coup, ils savent. Et les bonnes boîtes françaises font aussi la même chose tout le temps. Dire, OK, on a choisi un axe, voilà ce qu'on a fait cette année, ça marche pas, pourquoi ? Et on avance ensemble. Mais là, ce n'est pas au sein d'une organisation, c'est à l'échelle d'un territoire et qu'on arrive à mettre les publics, les privés ensemble en se disant on se donne cet objectif. OK, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que ça marche ? Bon. Et puis, on prend les opportunités qui se présentent. Il y a une opportunité. Je peux vous donner un exemple si j'ai une minute ? Vas-y. OK. Cleveland, une ville des États-Unis qui était l'une des villes de l'industrie automobile. Avec les changements technologiques, Cleveland, il y a quelques décennies, est devenu un désert urbain. Et il se trouve qu'il y a des gens qui travaillaient sur ces questions-là, qui étaient d'une université, qui n'étaient pas du coin d'ailleurs, qui sont venus réfléchir avec ce qu'ils appellent les institutions ancres, les institutions un peu centrales. Et il se trouvait que dans un quartier, il y avait 2 universités, un hôpital. Et puis, ils ont commencé à réfléchir ensemble au fonctionnement de ces boîtes-là, ces boîtes privées. Je crois que l'université était publique, je ne sais plus. Et ils ont regardé ce qui se passait en termes d'achat pour ces organisations. Ils se sont rendus compte qu'à elles toutes, elles achetaient pour 3 milliards de dollars chaque année de produits et de services rien que pour fonctionner, et que rien ne venait du territoire. Wow. Dans un pays dans une région ou dans une ville où il y a un taux de chômage maximum, et puis chômage, ça veut dire aussi violence, etc. Un hôpital qui, autour de lui, a des gens qui sont en très mauvaise santé, mais qui n'ont pas les moyens de venir se faire soigner, ça pose quand même des tas de problèmes, y compris éthiques. Et ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et ils ont bossé avec la mairie, avec les associations qui s'occupent du territoire, les différents types d'associations. Et donc, la mairie, l'université, etc., ils ont réfléchi en disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ils sont arrivés à la conclusion que c'était possible de créer des entreprises locales. Ils sont venus au Pays basque espagnol, qui est la Mecque de la coopération dans le monde. C'est quand même là où on a un travail sur les coopératives, des coopératives le plus développées dans le monde entier. Ils ont passé un accord avec les coopératives espagnoles, basques, pour apprendre à développer ce modèle qui est très performant là. Et ils se sont dit, on a repéré une douzaine de domaines dans lesquels on a besoin d'une offre. On va progressivement faciliter la création de coopératives. Alors, dans le nettoyage industriel des draps pour les hôpitaux, par exemple. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce travail d'analyse, etc. Et ils ont créé non seulement une entreprise locale, mais une entreprise qui est plus performante que toutes les entreprises concurrentes sur l'ensemble de l'État et dans la région. Donc en fait, ils ont maintenant une capacité à répondre à ce besoin local avec une entreprise qui consomme infiniment moins d'eau et d'électricité que toute la concurrence et qui a des prix tout à fait concurrentiels. Ils emploient des gens qui sont les copropriétaires de cette entreprise, qui étaient les chômeurs, qui ont été formés, etc. Donc c'est toute une dynamique. Alors ils ont fait ça pour ça. Ils ont créé une ferme urbaine pour pouvoir participer à la nourriture des étudiants, des gens dans l'hôpital, etc. Mais aussi un peu plus largement, parce qu'il y a une grosse demande. On ne produit pas localement. Donc, ils créent comme ça un mouvement. Il y a une 3e coopérative du même
du même groupe qui s'appelle Evergreen Cooperatives, qui s'occupe de l'équipement en panneaux solaires des bâtiments et puis de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et puis, il y en a encore une série derrière qui vont venir au fur et à mesure. Et ils sont en train, ça leur a rien coûté simplement de travailler ensemble. Et ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas susciter quelque chose? Et c'est intéressant sur le plan économique pour eux, parce qu'ils ont une offre qui est en fait moins chère que ce qu'ils achetaient avant. On crée de l'emploi, on recrée du lien social. Et ça a demandé essentiellement de se retrouver et de réfléchir ensemble. Alors moi, j'ai donné un cours pour le ministère de l'économie de Wallonie l'année dernière pour des développeurs locaux sur ces questions-là. Et ça durait 2 jours. Et à la fin, la directrice de l'organisation me dit « Mais en fait, ce que vous nous dites, ça coûte rien ?» Je dis « Ben non, ça coûte rien. Ça coûte de penser autrement. Mais en fait, vous faites mieux comme ça, ce que vous faisiez moins bien et de façon plus coûteuse avant. » Penser le changement plutôt que changer le pansement. Bah, c'est génial. Je ne connaissais pas, mais c'est génial. C'est pas de moi, c'est de Pierre Dac, je crois. On arrive à la fin de notre table ronde. Est-ce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas dit, qui vous tient à cœur et que vous avez envie de partager? N'hésitez pas. Sinon, oui, Catherine. Juste, on interroge tous les 2 ans nos entreprises. On avait commencé avec un baromètre Sociovision. En 2008, d'ailleurs, au moment de la grande crise qu'on avait connue, plus de 60% des entreprises voulaient continuer à s'investir chez FAS et on avait 15% qui voulaient augmenter effectivement leur investissement. Et là, dans le dernier baromètre, dont les résultats vont sortir début juillet, à la question qu'on pose traditionnellement, donc à quoi contribue favorablement votre engagement social et sociétal d'entreprise? Dans le top 3 effectivement des réponses, l'intégration de l'entreprise dans son environnement local pour 85% d'entre eux. Deuxième élément, effectivement, de manière générale, pour faire face aux difficultés économiques, compétitivité, chômage, pensez-vous qu'il faut que l'État consulte et co-consulte davantage les entreprises? À 62%, ils ont répondu oui. Donc voilà, c'est juste pour résumer sur le fait que nos entreprises adhérentes, quelle que soit leur taille, quel que soit leur environnement et quelle que soit leur localisation, sont dans une logique de travailler en commun avec l'État, qui n'est pas un gros mot, mais chacun dans son rôle, les missions régaliennes de l'État d'un côté, aux acteurs économiques et aux associations dans leur périmètre, leur objet social d'agir en commun. Et surtout, c'est l'impact sur leur territoire local et l'impact sur l'environnement. C'est pour ça que je vous disais en préambule, une co-gouvernance territoriale, aujourd'hui, est absolument indispensable. Très bien. Oui, Jean-Benoît. Juste un point, je voudrais remercier Utopie, avec qui on a fait on a mesuré notre impact économique et social. Et ce qui est intéressant, ce qui est ressorti, c'est que sur on soutient, en fait, Darwin, du coup, soutient 1500 emplois. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur les 1500 emplois, c'est 950 emplois qui sont sur la métropole. Donc vraiment sur la métropole bordelaise. Donc c'est intéressant, c'est un peu la conséquence de tout ce qu'on a mis en place. Mais après, ce qui est intéressant aussi, excusez-moi, mais on est dans le pratico et dans l'économique. C'est un bon argumentaire de vente aussi pour vous, quand vous avez vos clients, pour leur dire quand vous investissez chez nous, même si vous payez peut-être vos bureaux un peu plus cher, voilà tout ce que vous permettez. C'est aussi un argumentaire de vente. Et un argumentaire aussi quand on va voir les institutions. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vertueux, c'est bon pour tout le monde, quoi. Voilà. Ce que je veux bien montrer, c'est que penser comme ça, c'est pas simplement de la philanthropie. Toutes ces méthodes que vous mettez, la CAMIF, plusieurs fois je lui ai dit, etc. Il est super malin, mais c'est génial. Voilà. Et moi, j'adore. Et quand je vous vois réfléchir comme ça, vous trouvez des solutions qui font avancer le local, qui font avancer votre entreprise, qui donnent du boulot aux autres, qui respectent la planète. C'est l'équation parfaite, quoi. Voilà. Et on fait des rimes sans s'en apercevoir quand on s'exprime. Un dernier mot ? Nathalie ? Alors moi, simplement, j'aimerais bien que suite à ces échanges, si lorsque vous verrez passer dans les années à venir un hélicoptère dans le ciel méditerranéen, un sous-marin, un satellite, ou bien plus encore une éolienne, un barrage hydraulique, peut-être que vous verrez, pour ce qui sera à proximité, peut-être pas le satellite, un logo qui sera celui du propriétaire du moyen. Si simplement vous pouvez le regarder un peu avec le cœur et vous dire que derrière, il y aura Pôle emploi, il y aura le rectorat, il y aura l'université, il y aura toutes les grandes écoles du territoire, il y aura tous les industriels, il y aura la chambre de commerce, il y aura l'État, il y aura tous nos partenaires qui ensemble auront rêvé ce nouvel hélicoptère, cette nouvelle éolienne, ce nouveau satellite
Et ensemble, ils auront réussi ce challenge. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on fait, ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci. Emery, allez, un dernier mot. Moi, je Mais dirais un dernier mot. on doit changer le monde de l'intérieur tous ensemble et qu'on doit tous être pour cela des acteurs du changement dont le monde a besoin. Voilà. D'accord. Et moi, je rajoute... Oui. Allez, je ne veux surtout pas priver. Je rajouterai quelque chose qu'on a fait aujourd'hui et qu'on va accélérer. C'est Localise Beautiful, changeons le monde de l'intérieur. Mais si on veut changer le monde de l'intérieur, il faut aussi que les chefs d'entreprise, les responsables, savent se changer aussi à l'intérieur, par du coaching, par rencontrer des gens qui peuvent leur faire dépasser leur peur. Voilà, parce que souvent, changer, c'est avoir peur. Apprendre, c'est apprendre à désapprendre, et apprendre à désapprendre, c'est pas simple quand on a des ancrages un peu bien profonds. Donc changer le monde de l'intérieur, c'est aussi se changer soi-même, et c'est aussi pour ça qu'on a fait venir des coachs aujourd'hui, qu'on a organisé tout ça pour que c'est pas simple pour un entrepreneur d'être tout seul, et là on a voulu aussi l'accompagner. C'est bon ? Merci à vous, on peut les applaudir. Merci Nathalie Alexandre, Catherine Tripon, Jean-Benoît Berello, Raphaël Souchet, Emery Jacquila. Rendez-vous, si ça vous a plu, et je l'espère, le 10 avril prochain forum, 4e édition du Forum National RSE. Si vous avez des idées, si vous avez des critiques, si vous avez plein de choses à nous faire remonter, n'hésitez pas, allez sur notre site, dites-nous tout ce que vous pensez, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Merci de nous la retourner. On a besoin de vous pour continuer d'avancer, et c'est votre force et votre énergie qui fait qu'on est toujours là, et que nous-mêmes, on a toujours cette force pour se battre, pour convaincre les institutions, les entreprises de devenir nos partenaires et de nous rejoindre. Merci pour fêter ça, un petit pot à boire pour clôturer, et merci à vous pour avoir été là et votre confiance. Bonne journée.